Oh. Tu veux connaître par cœur? Oh bah non, parce que c'est... Oui, ils ont fermé la sortie du côté de Fontaine-l'Évêque. Moi, j'arrive par là. Ouais. Du coup, j'ai fait tout un détour par marché au pont. Tout le monde rentre par là. Ouais. Ça m'a pris. En fait, j'étais censée être là à 8h15. Je suis partie à 7h de chez moi. Ah non, c'est... Partager, ça y est. Partager l'écran. Bah, c'est mon adresse mail pour Facebook, c'est cool. Ah ouais? Ouais. Chaque fois que j'envoie un mail avec cette adresse-là, je suis considérée comme spam. Les gens ne reçoivent pas mes mails. Allez. Parce qu'il y a mis Facebook. Bon. Je te jure. Et c'est quoi l'adresse? Manon. Ta présentation est où, Manon? Mais en fait, elle est là, ou sinon je peux la télécharger. Ah ouais. Génial. Ouais, Gmail là. Et alors? Diaporama là. Ça s'est pas bougé ça? Si. Hop. Par contre. Ouais, j'ai pas les commentaires. Ok, ça va. Parfait. Mais du coup, j'ai ça en plein milieu, je sais pas le virer. Ah voilà. Voilà. Ok. Ah. 45 il est. Tais-toi. Alors on a qui? Barbara. C'était ça. Ouais. Voilà. Le nouvel assistant de médecine générale, Reza. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est stressé, hein? Tiens, assieds-toi, je vais me mettre derrière. Voilà. Si jamais il y a des trucs à me lever. Le soir devant. Et encore une chose. Je peux bouger mes affaires. Oui, moi je suis bien là. Tu peux bouger mon sac si tu veux m'asseoir. Oh, t'inquiète, moi. Ouais, ça va. On va prendre le fauteuil. Ah, mais non, attends, je vais mettre là, tu vois, pour. Quelqu'un a un chrono, comme ça je vois combien de temps. Oh non, ouais, je le lance. Et ça doit durer combien de temps, 70 staff? Une demi-heure quoi. C'est parti. Ah, c'est ça, hein. Ok. Bonjour à tous. Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc bienvenue à mon staff, premier staff. Hein. Alors, j'ai choisi de vous parler de la perte de vision brutale en salle d'urgence. Et donc voilà, mon staff s'appelle Docteur Je ne vois plus rien, qui est une plainte à laquelle on pourra être confronté en tant que clinicien. Ça marche pas. Passer la slide. Ah voilà, il faut que je clique. Alors, juste un minuscule rappel de comment ça se fait que l'homme peut voir. Mais en fait, la vision, c'est un système optique avec des lentilles et des milieux aqueux, avec un système neurosensoriel, un nerf optique et vasculaire également. Mais du coup, la perte de vision pour un patient, c'est un symptôme assez angoissant. Hein, et nous, en tant que cliniciens, on est parfois un petit peu perdu à savoir si c'est plutôt une origine neurologique ou plutôt ophtalmologique. Alors, le but de mon staff, c'est de rappeler en quelques slides les questions importantes à poser lors de l'anamnèse du patient face à la perte de vision. Vous donner quelques petits trucs pour l'examen clinique que parfois on oublie. Quand un patient nous dit qu'il ne voit plus rien, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour bien évaluer ça. Et vous rappeler quelques grandes pathologies à travers des vignettes cliniques. Alors, avant toute chose, cibler l'anamnèse, c'est cibler le timing. Ça paraît assez évident, mais quand quelqu'un arrive et qu'il dit qu'il ne voit plus rien, il faut savoir si la perte de vision est arrivée de manière plutôt progressive
ou si c'était une perte de vision assez brutale. Ensuite, il faut un petit peu questionner combien de temps le patient a-t-il perdu la vue. Est-ce que c'était plutôt transitoire, sachant qu'un phénomène de plus ou moins de 5 minutes, ça fait plutôt penser à un phénomène ischémique. Et si c'est persistant, plus de 15-20 minutes, on pensera à une hypoperfusion, à une aura migraineuse aussi, par exemple. On en reparlera plus tard. Alors, deuxième chose importante à l'anamnèse, savoir si c'est un œil qui est concerné ou si c'est les deux yeux. Une bonne question à poser à son patient pour savoir ça, c'est est-ce qu'il sait encore lire son journal, par exemple? Est-ce qu'il sait encore lire? Ensuite, on va s'interroger plutôt sur une perte de vision centrale ou périphérique. Et ensuite, savoir distinguer si c'est plutôt l'acuité visuelle, la mise au point de l'œil, ou si c'est le champ visuel qui est impacté. Une question aussi qu'on posera tous aux patients quand il ne voit plus rien, c'est est-ce que son œil lui fait mal? C'est important dans le diagnostic différentiel, on verra plus tard. Ensuite, on va plutôt interroger le patient sur ok, il ne voit plus rien, mais qu'est-ce qu'il voit encore ou qu'est-ce qu'il ne voit plus? Est-ce qu'il y a par exemple des flashs lumineux? Ça nous fera plutôt penser à un problème au niveau de la rétine. Ou est-ce qu'il a plutôt des scintillements comme des petites lumières, ça fera penser plutôt à un phénomène vasculaire. Est-ce que la vision des couleurs est atteinte ou bien est-ce qu'il y a un scotome, donc une tache au milieu de ce champ de vision? Ces deux plaintes-là, ça fait plutôt penser à une atteinte du nerf optique. Est-ce qu'il y a des myodésopsies, c'est un peu comme des petites mouches dans son champ de vision, ou des métamorphysies? On verra plus tard avec la grille d'Amsler comment l'évaluer, mais ce sera plutôt un problème de rétine également. Ensuite, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'anamnèse oculaire, puisque si le patient vient avec un symptôme visuel de perte de vision brutale, il faut aussi faire une anamnèse systématique et, par exemple, voir si le patient se plaint de vertige, s'il se plaint de perte de sensibilité ou de troubles sensitifs quelconques. Et enfin, en plus des antécédents personnels du patient, facteurs de risque cardiovasculaire, etc., on va aussi interroger sur les antécédents oculaires. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Est-ce que, par exemple, le patient a eu une chirurgie de l'œil avant? Voilà, c'est tous des éléments qui seront importants. Alors, l'examen clinique. Tout d'abord, la première chose, c'est de vraiment observer son patient. Comment est-ce qu'il est venu aux urgences? Comment est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il se cogne? Un petit peu voir comment le patient est arrivé en salle d'urgence, est-ce qu'on l'a accompagné. Ensuite, ça fait partie de l'inspection sans vraiment encore faire d'examen ni rien. Regardez si l'œil est rouge, regardez s'il y a des sécrétions, s'il y a un blépharospasme, est-ce qu'il y a un larmoiement, etc. Regardez l'œil contralatéral, évidemment. Ensuite, on peut évaluer l'acuité visuelle du patient. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer ça en salle d'urgence? Alors, tout simplement, on peut prendre une petite feuille avec nous et la faire lire au patient. Alors, c'est important de cacher un œil puis l'autre et de laisser, par exemple, si le patient porte des lunettes, pas forcément, on va lui donner toutes ses chances. Donc, on lui laisse porter ses lunettes et on lui demande s'il sait lire. Et du coup, en même temps, on peut voir si le patient perçoit encore les ombres, perçoit encore la lumière. On va également évaluer le réflexe photomoteur. Bon, vous savez tous ce que c'est, mais je vous fais un mini rappel. Donc en fait, le but c'est d'éclairer une pupille puis l'autre. Normalement, lorsqu'on éclaire la pupille, par exemple de droite, elle va se rétrécir. Et il y a c'est ce qu'on appelle le réflexe direct. Et le réflexe photomoteur consensuel, c'est lorsque on éclaire la pupille de droite et que celle de gauche se contracte également. Du coup, on va chercher ce qu'on appelle un déficit pupillaire afférent. Ce sera important, je vous montrerai dans les cas cliniques. Alors, le déficit pupillaire afférent, c'est par exemple ici, comme montré sur l'image, si ma pupille de gauche a ce qu'on appelle un déficit pupillaire afférent, au moment où je vais l'éclairer, en fait, au lieu de se rétrécir, elle va se dilater. Alors, j'ai demandé à un assistant ophtalmo en pratique comment est-ce que lui, il l'évaluait. Et en fait, il faut vraiment éclairer l'œil de droite puis l'œil de gauche pour vraiment évaluer ce déficit pupillaire afférent. C'est-à-dire qu'on n'éclaire pas juste celle de droite et on regarde celle de gauche ou inversement. Mais voilà, il faut une intensité lumineuse qui change. Ensuite, on va évaluer le déficit dans le champ visuel.
Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Par exemple, si on cherche une hémianopsie latérale homonyme, ce qu'on peut faire, c'est mettre deux mains devant le patient et lui demander combien de mains il voit. S'il voit les deux mains, ok, c'est bon, pas de problème dans le champ visuel. S'il nous dit qu'il n'en voit qu'une, on peut fermer le point d'une des deux mains et en fonction de ce qu'il voit, on lui demande si on voit un point ou une main. Et en fonction de ce qu'il répond, ben voilà, on aura une hémianopsie latérale du côté droit ou du côté gauche. Si on a plutôt une hémianopsie bitemporale, ben alors il verra une demi-main. Et ça, il va vous le dire. Alors, dans l'examen clinique, c'est une chose que je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire, c'est la palpation bimanuelle du globe oculaire, qui se fait comparativement avec l'œil droit et l'œil gauche. Et ça permet d'évaluer, bon c'est subjectif, mais quand même, ça permet d'évaluer le tonus oculaire. Et ben voilà, une augmentation de pression intraoculaire, ça peut être assez utile. Et enfin, on peut utiliser la grille d'Amsler pour évaluer la vision centrale. Alors, je trouve que c'est un outil assez simple, au final, et assez accessible. Il suffit d'avoir bêtement une feuille quadrillée avec nous, on fait un petit point au centre pour que le patient puisse se focaliser dans le centre de la feuille. Et voilà, en fonction de ce qu'il nous décrit, de ce qu'il voit, on peut déterminer un peu la pathologie. Par exemple, si les lignes sont un petit peu ondulées, comme on voit sur la première image, mais ça c'est ce qu'on appelle les métamorphésies. Hein. Du coup, s'il voit par contre une tache, ben voilà, on sait que c'est plutôt un scotome. Alors, je vais vous faire des petites vignettes cliniques. C'est un peu caricatural, vous allez voir, mais je pense que c'est en montrant un peu des cas un petit peu évidents qu'on retient le mieux. Parce que pour ma part, c'est comme ça. Donc, vous avez un jeune patient devant vous qui a une vingtaine d'années et qui vient parce que depuis 2 jours, bah, il a du mal à suivre ses cours dans l'auditoire. Il vous dit qu'il a l'impression d'avoir comme une tache dans son œil. Il vous explique que 2 jours avant, il a fait la fête pour son anniversaire et que du coup, au début, il a un petit peu négligé ça parce qu'il s'est dit, bah, c'est la fatigue. Mais bon, quand même, il a mal à son œil gauche et c'est surtout quand il regarde sur le côté. Alors, il vous raconte qu'il y a 2-3 semaines, il a eu la grippe et quand vous faites l'examen clinique, sa pupille gauche, ben, elle se contracte pas très bien quand vous mettez la lumière dessus. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être? Non? Personne? Bon, du coup, je continue. Alors, c'est une névrite optique. Alors, la névrite optique, c'est quoi? C'est vraiment une inflammation, hein, souvent démyélinisante, du nerf optique, qui se manifeste par une perte de vision aiguë, mais ça peut se faire vraiment en quelques heures, voire quelques jours, qui concerne un seul œil et qui fait mal, comme dans notre cas clinique, et c'est souvent chez un sujet jeune. Et comme montré, le réflexe photomoteur direct est diminué. Alors, d'où est-ce que ça peut venir une névrite optique? Il y a tout simplement d'abord une cause plutôt para-infectieuse, hein, par exemple sur une varicelle ou dans le cas de la grippe. Un Guillain-Barré peut donner ça, une rougeole, je trouve plusieurs étiologies, les oreillons également. Ça peut être aussi des maladies plutôt systémiques, ça peut être la découverte d'une sclérose en plaques, mais aussi des toxiques ou des médicaments peuvent causer ça, comme par exemple le plomb, le méthanol, la quinine, l'arsenic, l'éthambutol. Voilà, il y a une liste non exhaustive. Et évidemment la sarcoïdose. Alors, juste une petite particularité, ici je vous ai mis un fond d'œil. En fait, parfois la névrite optique, quand on va envoyer chez l'ophtalmo, c'est possible qu'on ne voit rien au fond d'œil parce que, en fait, on dit souvent, dans la névrite optique, le patient ne voit rien et le médecin non plus. Ben voilà, c'est bien ce que ça veut dire. Mais sinon, on peut voir ce qu'on appelle une papillite. Bah, du coup, voilà, je ne sais pas comment décrire mieux que sur l'image. Donc, c'est vraiment l'inflammation du nerf optique. Et si on fait une IRM, on verra un rehaussement de ce nerf optique. Comment est-ce qu'on traite? Alors, on peut... j'ai vu que parfois, on laissait... ça évoluait bien et qu'on ne faisait rien. Mais si ça touche les 2 yeux, par exemple, dans le cas d'une maladie systémique, on peut donner des corticoïdes.
Mais apparemment, au final, ça ne joue pas sur le pronostic au long terme. Donc, ça, c'était la première plainte clinique. Ça ne passe plus. Voilà. Deuxième petit cas clinique. Robert, 63 ans, qui est un bon vivant, qui aime bien boire des petites bières de temps en temps. Son médecin généraliste lui rappelle qu'il a un peu trop de cholestérol, en plus de ça, il est diabétique. Avec le confinement, il a pris un peu de poids et on l'a stenté assez récemment. Ce monsieur Robert, il vient parce que, brutalement, il ne voyait plus rien de son œil gauche. Il vous dit que c'est comme vraiment si la lumière s'était éteinte. Quand vous l'interrogez, vous lui demandez si c'est déjà arrivé auparavant, il vous dit que l'autre jour, il était sur sa terrasse et pendant quelques minutes, mais il voyait déjà pas très bien de son œil gauche. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il vous dit qu'il n'a pas mal à son œil et son œil n'est pas rouge. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Occlusion de l'artère. Ouais, c'est ça. Donc c'est une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Alors souvent, la cause majeure de cette occlusion de l'artère centrale, c'est un embole. Il faut savoir que lorsque les territoires vasculaires de l'artère centrale de la rétine sont occlus par un embole, il faut 90 minutes avant que l'ischémie fasse des dégâts irréversibles sur la rétine. Et avant que le vaisseau ne s'occluse complètement, on peut avoir des signes précurseurs de petites pertes de vision transitoires. C'est ce qu'on appelle l'amorose fugace. Amorose en grec voulant dire sombre. Voilà, j'aime bien l'étymologie, pardon. Et c'est un peu l'équivalent d'un AIT, hein, quand on y pense, l'amorose fugace par rapport à l'AVC. Alors donc, voilà, ça peut venir donc d'un embole, mais ça peut venir également d'une dissection carotidienne, puisque l'artère centrale de la rétine qui vient de l'artère ophtalmique se détache de la carotide interne. Ça peut venir d'un trouble du rythme, d'une chute de tension, d'une artérite ou d'une maladie de système, mais également aussi un contexte infectieux oculaire comme la toxoplasmose. Alors, ça donne donc, comme on l'a vu dans le cas clinique, une perte de vision qui est vraiment brutale, mais le patient n'a pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comme examen? Qu'est-ce qu'on peut demander comme examen? La première chose, bon, on va forcément faire une prise de sang, mais il ne faudra pas oublier de cocher la vitesse de sédimentation et la CRP parce que, on le verra plus tard, une maladie de Horton, même si c'est plus rare, peut se manifester par une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Alors, on va évidemment contacter l'ophtalmologue qui lui pourra faire un fond d'œil et décider s'il fait une angiographie et la fluorésine. Mais on peut déjà lancer un ECG, puisque voilà, un trouble du rythme peut causer ça, un Doppler carotidien et le CT scan est à discuter. Mais ce qui est important vraiment de retenir, c'est qu'en fait, quand on a ce diagnostic-là en tête, on a 6 heures pour intervenir. 6 heures, c'est vraiment pas beaucoup, donc il ne faut vraiment pas tarder à contacter l'ophtalmo. Et comment est-ce qu'on peut traiter du coup ça? Alors, en fait, on peut faire un massage du globe oculaire parce qu'il a pour but de mobiliser l'embole pour qu'il s'en aille, donc libérer le territoire vasculaire. Mais aussi l'autre pendant du traitement, ce sera de diminuer la pression dans l'œil, mais ça ce sera l'ophtalmo qui le fera par ce qu'on appelle une parasynthèse en fonctionnant la chambre antérieure, mais également donner du Diamox. C'est un inhibiteur de la nitrase carbonique pour faire diminuer la pression, de nouveau dans un timing de moins 6 heures. Je me suis renseignée sur la thrombolyse intra-artérielle et c'est indiqué donc, dans les moins 6 heures. Maintenant, après UpToDate, il faut vraiment laisser ça au centre spécialisé. Je me suis renseignée, je ne sais pas trop en Wallonie c'est quoi les centres vers lesquels on peut référer, mais enfin voilà, mon ami l'ophtalmo saura mieux que moi. Donc, petit résumé, qu'est-ce qu'on fait quand on suspecte ce diagnostic? On appelle l'ophtalmo en urgence forcément, mais on peut aussi déjà s'occuper des facteurs de risque cardiovasculaire et analyser avec des examens. Pourquoi il faut diminuer la pression? Parce que du coup, la pression va faire que les vaisseaux emportent plus que la pression de l'œil. Si c'est une occlusion artérielle, il ne fallait pas de raison qu'il y ait une pression. Si c'était veineux, là, je comprends. Ça vous, c'est une bonne question.
probablement que le fait de diminuer la pression, qui n'est pas augmentée, mais permettra une circulation plus facile, et va permettre de gagner un petit peu de temps, mais Voilà. excité à le faire une fonction. On a tendance à considérer ça ici comme en Belgique en tout cas, parce que peut-être c'est pas très belge, comme un AVC aigu en Voilà, fait, c'est ça. et le prendre en charge comme tel, Ah, ben voilà. avec la particularité qu'on peut thromboliser dans les 6 heures. Et voilà. Mais pas par voie générale. On ne fait pas une thrombolyse. Si, parfois on fait une thrombolyse par voie générale. Oui. Ça dépend fort de l'ophtalmo et du neurologue qu'on a en ligne, mais très souvent la difficulté du diagnostic de ce truc-là et le fait que les gens ne s'inquiètent pas tant que ça, bizarrement, eh bien ils arrivent souvent très très tard. Souvent. En tout cas, les seuls que moi j'ai eus, ils étaient toujours cette cuillère, voilà, une cuillère. Prochain cas clinique, Albert, 56 ans, qui aime bien boire de temps en temps et fumer une petite cigarette, vient un dimanche soir en salle d'urgence à 23h. Et il vient parce que c'est plutôt sa femme qui l'a poussé jusqu'ici. Et il vous dit que déjà le matin, il avait une baisse de vision. Mais c'était pas brutal, ça s'est installé de manière plutôt progressive. Alors, il nous raconte que son œil ne lui fait pas mal, mais quand il regarde vraiment devant lui, bah voilà, il voit pas très bien, les couleurs sont un peu différentes, c'est bizarre, et on remarque à l'examen clinique un déficit pupillaire afférent, et l'œil de ce patient n'est pas rouge. Quoi ça vous fait penser? Ça ressemble un petit peu au cas clinique d'avant, mais il y a une petite différence. Donc, en fait, ici, on est face à une neuropathie optique ischémique non artéritique. On parlera de l'artéritique plus tard. En fait, vraiment, la différence ici, c'est la rapidité d'installation, c'est plutôt progressif. Et puis, on a surtout des symptômes de baisse de vision des couleurs, l'apparition dans le champ visuel d'un scotome, comme le patient disait, central à paracentral, c'est un petit elle qui est parti. Avec de nouveau un déficit pupillaire afférent et le réflexe photomoteur qui est diminué. Alors, comme vous voyez sur le tableau ici, à quoi c'est dû, une neuropathie optique ischémique non artéritique? C'est un contexte cardiovasculaire généralement, chez un patient qui fume, qui est hypertendu, qui est diabétique, etc. C'est donc une ischémie en fait au niveau des artères du nerf optique. C'est pas un embole, du coup, comme l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. Et malheureusement, en fait, dans le cas de la neuropathie optique ischémique non artéritique, il n'y a pas vraiment de traitement. C'est vraiment corriger les facteurs de risque cardiovasculaires. C'est un peu fataliste, mais c'est comme ça. Prochain cas clinique, une jeune patiente de 50 ans qui vous dit qu'elle est en bonne santé. Le jour avant, il n'y avait rien de particulier. Que ce matin, en allant à l'école, elle a senti une très forte douleur dans son œil. Et elle vous dit c'est vraiment la pire douleur du monde, tellement elle a eu mal. Elle a vomi, elle a mal à la tête. Et elle vous dit que malgré ses lunettes, elle voit complètement trouble de son œil gauche. Quand elle arrive, vous voyez que son œil est tout rouge, tout congestionné, qu'il lui fait fort mal. Et sa pupille est complètement aréactive. C'est le seul truc qu'on sait, ça. C'est bien. Le glaucome aigu à angle fermé. Exactement. Alors, donc ce glaucome, en fait, c'est dû à quoi? C'est dû à une mauvaise régulation de l'humeur aqueuse dans l'œil qui en fait va s'accumuler parce qu'elle ne sait plus s'éliminer. Et du coup, ça va créer une forte pression au niveau du globe oculaire, ce qui donne la douleur, mais aussi l'œil devient tout rouge. Et on peut avoir tellement la douleur est forte, on peut avoir des symptômes associés de nausées, vomissements et de céphalée. Et forcément, donc, d'une perte de l'acuité visuelle. Alors, à l'examen clinique, au réflexe photomoteur, on peut voir notre pupille qui ne réagit pas du tout. Et parfois, quand l'œdème cornéen est vraiment très fort, apparemment, on peut voir que l'iris est légèrement décoloré. Voilà, c'est ce qui est décrit. Alors souvent, les gens peuvent un peu se demander, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Alors, les facteurs de risque, c'est
déjà avoir quelqu'un dans sa famille avoir un glaucome par fermeture de langue aiguë, ben voilà, ça c'est un des facteurs de risque, le fait d'être une femme, d'avoir plus de 60 ans et d'être hypermétrope aussi, ça joue. Et alors il y a quelques médicaments, je vous ai repris la liste ici, je suis désolée c'est en anglais, ben voilà, de médicaments qui peuvent provoquer ce glaucome par fermeture de langue. Voilà, il y a des collyres ophtalmiques, je peux vous laisser la slide après pour plus tard. Surtout les SSRI qui sont intéressants et les bronchodilatateurs. C'est bon à savoir. Ouais, les antihistaminiques, c'est chouette. Okay. Alors, comment est-ce qu'on traite un glaucome? Ben, voilà, il y a trop de pression, il faut réduire cette pression, que ce soit localement ou bien de manière systémique. Alors, ce qu'on peut faire, on peut donner des médicaments entopiques, c'est-à-dire donner des bêta-bloquants, des agonistes alpha, ou des médicaments qui induisent un myosis. Et on peut donner des médicaments qui vont agir plutôt par voie systémique. On retrouve l'acétazolamide, le Diamox, mais aussi le mannitol qu'on peut donner. Et si vraiment on s'en sort pas, on va jusqu'à la chirurgie par iridotomie périphérique au laser. Voilà. Ensuite, autre cas clinique, une jeune femme de 71 ans qui nous est adressée par le médecin traitant pour DEG. C'est assez fréquent. Ces derniers temps, elle vous raconte que elle a perdu du poids parce que elle a du mal à manger. Alors, c'est pas qu'elle n'a pas bon appétit, mais quand elle mâche, elle vous dit qu'elle a du mal. Donc, c'est ce qu'elle vous décrit. Elle vous raconte qu'elle a souvent mal à la tête, que ça ne lui arrivait pas avant, qu'en plus, quand elle se peigne, c'est super douloureux au niveau de son cuir chevelu, elle a mal à l'épaule. Voilà, elle est un petit peu triste parce que voilà, elle se voit vieillir et elle se dit qu'elle voit de moins en moins bien, mais bon, ça doit être l'âge. Pourquoi est-ce que vous pensez? Ouais. Une vieille dame mal coiffée. Voilà. Une maladie de Horton, qui du coup ici c'est la neuropathie optique ischémique artéritique. Donc voilà, les symptômes qu'on peut avoir dans une maladie de Horton, on peut avoir des symptômes visuels de perte de vision brutale, mais aussi de diplopie. C'est chez un patient de plus de 50 ans, il faut vraiment être alarmé. On a des symptômes plutôt généraux associés avec une fièvre qui peut être inexpliquée, une perte d'appétit, des céphalées qui n'étaient pas présentes auparavant, mais aussi des douleurs aux épaules dans le cas d'une PPR par exemple. La claudication de la mâchoire, la patiente qui vous racontait qu'elle ne savait pas bien mâcher, et une sensibilité du cuir chevelu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'examen clinique? Mais on peut palper les artères temporales, on peut sentir déjà une abolition du pouls, mais aussi que c'est assez sensible, douloureux, et qu'il y a comme des petits nodules. Que faire en salle d'urgence? Faire forcément une prise de sang avec une prise de sang générale avec du test de sédimentation SRP. Et on peut faire une petite échographie de l'artère temporale. Je vais mettre une petite image ici. Et l'échographie nous permettra de voir un halo hypoéchogène qui est plutôt circonférentiel. Mais c'est dû à l'œdème, dû à l'artérite. Artérite inflammatoire. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on traite un Horton avec une perte de vision? On donne 1 g de méthylprednisolone une fois par jour pendant 3 jours. Ensuite, on peut passer Péros, donner de la prednisone à 1 mg kg par jour. Et puis, 2 semaines après, on peut diminuer à 50 mg par jour. 2 semaines encore après, 40. Et de 2 semaines en 2 semaines, de diminuer à 5 mg. Enfin, 2 paliers de 5 mg en 5 mg. Mais si on a un Horton, mais qu'on n'a pas de perte de vision, on peut commencer directement avec la prednisone à 1 mg kg. Alors, ce qui peut être embêtant, c'est que parfois on a des patients qui sont déjà sous corticoïdes, ou bien des patients chez qui la mise en place de corticoïdes peut s'avérer délétère, avec des diabètes cortico-induits ou l'ostéoporose. Et donc, up to date,
recommande d'ajouter au corticoïde le tolicizumab. Voilà, ça permet de, au lieu de juste rajouter des corticoïdes, ajouter un facteur en plus et éviter les corticoïdes au long cours. Alors, 6e petit cas clinique, une patiente jeune de 31 ans qui consultait son médecin traitant aujourd'hui et elle ne consultait pas pour ça de base, mais en fait elle lui explique que ce matin elle a vu comme des petites lumières qui scintillaient dans son champ de vision et ça a duré une quinzaine de minutes. C'est la première fois que ça lui arrive. C'est une personne en bonne santé, elle n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, elle ne fume pas et sa dernière prise de sang de contrôle était tout à fait rassurante. Elle vous raconte qu'en fait elle allait voir son médecin traitant parce qu'en fait elle a souvent mal de tête, c'est souvent des hémicranies. Et dans sa famille, c'est vrai que y a sa tante qui est plutôt migraineuse. Mais bon, elle est un peu négligée parce qu'elle a un travail très fatigant et donc elle ne sait pas trop de poser de questions. Ça vous fait penser à quoi? Une migraine. Une aura migraineuse. Ouais. Donc une migraine avec aura. Donc on aura vraiment c'est ce qu'on appelle les phénomènes visuels positifs avec des scintillements et non des flashs, c'est différent, je vous expliquerai après pourquoi. Ça peut quand même durer jusqu'à 20 à 30 minutes et on peut avoir de nouveau une tache dans le champ de vision un peu brillante, on appelle le scotome scintillant. Donc quand on a ça, quand le tableau est assez clair, on peut ne pas lancer de bilan. Maintenant c'est vrai que si le patient, ça va être un patient de plus de 50 ans avec des gros risques cardiovasculaires, là on peut lancer des examens complémentaires, une vitesse de s'alimentation, un Doppler carotidien et contacter l'ophtalmo. Mais donc là ici la patiente elle est en bonne santé et il n'y a pas grand chose à faire en plus. Ça c'est juste les diagnostics différentiels de cause de perte de vision transitoire et donc c'est pour vous montrer que donc, la migraine, voilà, ça peut durer 10 à 30 minutes, c'est quand même, je trouvais ça assez impressionnant. Alors, promis, c'est le dernier cas clinique. Un patient de 71 ans qui vous dit qu'il est ancien agriculteur et qui vient parce que aujourd'hui, il regardait son champ et il ne voyait pas bien ses vaches sur le côté. Il dit que c'est bizarre, il voit comme quelque chose qui flotte dans son champ de vision. Il a un peu du mal à expliquer, il vous dit qu'il a beau frotter ses lunettes, mais ça ne part pas. C'est vraiment ses yeux, il y a un problème. Il vous dit qu'en plus, il a été opéré de la cataracte il y a quelques semaines. Et que, là, la différence du cas d'avant, c'est qu'il voit vraiment des flashs dans son regard. Ce n'est pas des scintillements. Il a pas mal à l'œil et son œil n'est pas rouge. Un décollement de rétine. Un décollement de rétine. Donc, parce que je pense que les flashs. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment l'épithélium de la rétine qui va se détacher du choroïde. Et avec ça, on peut également avoir un décollement du vitré qui là donne des symptômes de corps flottant, d'éclairs de lumière. C'est donc une perte de vision qui peut être d'abord tout à fait périphérique, mais attention, c'est un red flag parce qu'elle peut tout à fait se prolonger et aller vers le centre jusqu'à la macula. Et là, on perd la vision centrale. Donc de nouveau, on peut demander à son patient s'il sait toujours lire. Il y a deux types de décollements. Il y a le décollement régmatogène et non régmatogène. Moi, je vous parle juste du régmatogène. Qui est dû à un trou ou une déchirure de la rétine, dont les facteurs de risque, c'est tout simplement l'âge, le décollement postérieur du vitré, ça peut arriver vraiment avec l'âge, mais aussi le fait d'être myope ou d'avoir des antécédents personnels de décollement de rétine, et je ne l'ai pas mis, mais aussi des chirurgies de l'œil récentes. Le monsieur avait été opéré de la cataracte. Et donc comment est-ce qu'on fait? En fait c'est un peu logique, il faut éviter qu'il y ait un décollement qui progresse. Là il faut essayer de coller, comment? En faisant des adhérences entre la rétine et le choroïde, par photocoagulation et rétinopexie, pardon. Et parfois on va jusqu'à un traitement chirurgical de rétinopexie pneumatique, voilà, ou de placement permanent de la boucle sclérale ou vitrectomie. Voilà, ça c'est très spécialisé, mais c'est... Voilà, je m'en doute.
La technique que je préconise. C'est indiqué dans tous les décollements de rétine et en fait, je voulais mettre l'accent sur le fait qu'un décollement de rétine, il ne faut pas tarder. On a au maximum 48 heures pour avoir un... Enfin, il ne faut pas attendre 48 heures pour consulter un chirurgien de l'œil ou un ophtalmo parce qu'il faut s'y prendre assez rapidement. Il y a un mythe un peu, qui est peut-être un mythe, peut-être pas, qui est de rester couché en regardant le plafond dans les suspicions de décollement de rétine. Tu as lu ça aussi? J'ai vu qu'on devait Que la rétine se préconiser repose plutôt sur le fond, tu vois, plutôt que de continuer à la faire peser si c'est un décollement. J'ai vu en effet qu'il fallait conseiller du repos aux patients pour pas qu'ils... Ouais. Voilà, Je j'ai vu regarde la le même plafond, chose. quoi. Ok. Ouais. Et alors ça c'était pour vous toucher un petit mot sur l'échographie. Donc voilà, sur Evidence Atlas. Ouais, sur l'Evidence Atlas, 1, 2, 3, l'utilisation de l'échographie dans le décollement de rétine. Je vous ai mis la sensibilité et la spécificité. Au final, c'est pas mal quand on regarde, que c'est assez sensible et assez spécifique. Normalement, sur l'application, c'est vivant. Enfin, il y a une petite image, on voit assez bien, on voit vraiment la rétine qui bouge comme ça. Mais par contre, pour le décollement du vitré, c'est un peu moins sensible, mais c'est très spécifique. Voilà, je vous ai fait un petit résumé vite fait de les symptômes et quelle pathologie c'était. Bon, je ne vais pas tout reprendre parce que voilà, mais c'est pour avoir un peu une vision d'ensemble. Et donc en fait, voilà, le but de mon stage, c'était vraiment de vous montrer que même si la perte de vision est un symptôme ophtalmologique, il peut avoir différentes origines, que ce soit vasculaire avec l'occlusion centrale de la rétine, neurologique avec une migraine, mais aussi ophtalmologique avec un décollement de rétine par exemple. Que même si en salle d'urgence, quoi qu'il arrive, on va appeler l'ophtalmo, mais c'est important de connaître les timings. L'occlusion de l'artère centrale de la rétine, on l'a rappelé, c'était 6 heures. Décollement de rétine, c'est les max 48 heures. Quand il y a des bilans ou des traitements à initier déjà ici, que ça soit lancer un bilan par un Doppler, etc. pour l'occlusion de l'artère centrale, mais aussi une biologie avec vitesse de sédimentation pour un Horton. Donc voilà, il y a tout à fait des choses qu'on peut faire en première ligne. Et qu'enfin, perdre la vision, voilà, c'est le symptôme principal du patient, mais il faut un peu plus détailler sur ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas, donc avec une bonne anamnèse, et que même si on est en salle d'urgence, on peut faire un bon examen clinique, et avec les petits moyens du bord, on peut quand même s'en sortir. Merci. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? C'était très clair, franchement. J'espère que vous avez hypnotisé. Est-ce que les... Super. Écoute, oui, C'est toi qui racontais les petites histoires ou Oui, je me suis un peu amusée. J'avoue que Robert, 63 ans, qui va devenir à l'abbaye d'Aulne, je me suis dit, voilà, on est dans la région. Je sais comment on est touché. Ouais, cela dit, personne ne fume des cigarettes mentholées dans la région, ça tu peux dire. Voilà. On fume des roulés ou des belgas, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans les distanciels? Manon, Barbara, Muriel? Manon, elle est où? Elle est là. C'est elle. Non, même. Ah, Manon, Facebook, c'est pas Manon, notre Manon en fait. Enfin. Ok, ça a l'air clair ou bien. Voilà, écoute, c'était super clair. Par rapport à l'échographie, vraiment, c'est un outil que si quelqu'un un jour intéressé là-dedans, il y a quand même de plus en plus de choses qui existent. Mais c'est toujours cette même logique de si tu vois quelque chose d'anormal, il est là. Si tu ne vois pas, ça va être difficile de l'exclure. On l'a vu dans la sensibilité pour le décollement du vitré. Par contre, le décollement de rétine, ça c'est intéressant. Et l'occlusion de l'artère centrale de la rétine, c'est super intéressant aussi. Un petit Doppler sur le fond. Je peux montrer. C'est vraiment pas mal. Mais ça ne doit pas être le centre de notre prise en charge, mais ça fait partie de notre examen clinique qui peut être encore amélioré avec ça. Et la machine qu'on a ici le fait parfaitement. Ok, super. Bon, ben allez, on va arrêter la réunion. Ah, si tu quittes. La réunion directement. Tu peux quitter la réunion.